Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode des Vendredis Géothermie. Après avoir discuté des installations de surface, il est temps de se pencher sur la façon dont on peut capter ou restituer des calories dans le sous-sol. Revenons-en aux fondamentaux. Physiquement, la chaleur peut se transmettre de trois façons différentes. La radiation, en émettant ou captant des particules chargées énergétiquement, l'exemple évident étant le rayonnement solaire. La conduction, par contact direct, sans transfert de matière. Et enfin la convection. Cette fois-ci, la chaleur est transportée dans un matériel qu'on qualifiera de caloporteur. La géothermie va globalement s'axer autour de ces deux derniers mécanismes. Commençons par la conduction et son installation associée, la sonde géothermique. L'idée est relativement simple, on creuse un forage de 150 mm de diamètre, on y insère une ou plusieurs boucles fermées en PEHD, puis on cimente l'ensemble du forage. Ensuite, en faisant circuler un fluide caloporteur dans les boucles, on peut échanger des calories avec le milieu, tout simplement. Les avantages notables de cette solution sont liés à l'étanchéité de la sonde. Le seul impact sur le sous-sol est thermique. Le fluide caloporteur circule en circuit fermé dans les sondes et la pompe à chaleur. Il n'est donc pas pollué. L'installation ne nécessite ni filtre ni échangeur et sa maintenance est réduite. De plus, elle ne dépend pas de l'eau présente dans le milieu, donc elle peut être implémentée dans un milieu sec par exemple. La mise en œuvre peut être compliquée en présence de fractures ou de karstes, qui présentent le risque de laisser se disperser le ciment dans le milieu. La puissance calorifique ou frigorifique extraite par cette méthode est adaptée à des petits projets. Une sonde ne dépasse pas les 200 mètres de profondeur, ce qui correspond à une puissance de 10 kW environ. Cela dit, il est possible de multiplier les sondes afin d'en faire un champ. Ce sera bientôt le cas à Marche Prime, où 3 sondes de 150 mètres de profondeur fourniront 20 kW de puissance pour la climatisation d'un bâtiment public. Évidemment, ce genre de solution nécessite une emprise foncière significative, car les sondes doivent être suffisamment éloignées les unes des autres, pour éviter des interférences thermiques. Enfin, il faut bien sûr prendre en compte la durée du chantier, qui peut rapidement devenir conséquente. Revenons-en à la convection, soit le transport de la chaleur par de l'eau dans le cadre de la géothermie. L'idée va être de récupérer de l'eau présente directement dans le sous-sol à l'aide d'une pompe, puis de la réinjecter dans un second forage après en avoir puisé des calories. Si le débit de pompage est suffisamment élevé, la puissance extraite peut être beaucoup plus importante que sur sonde, tout en restant très compacte en surface. Par exemple, dans la commune d'Aime-Langlais dans le nord, deux puits de 30 mètres de profondeur suffisent à fournir 500 kW pour le chauffage d'une serre horticole, en pompant 66 m3 d'eau par heure. Néanmoins, on est cette fois-ci très dépendant du milieu souterrain. Il faut disposer d'une nappe aquifère suffisamment épaisse et perméable pour pouvoir pomper et injecter de l'eau à raison de plusieurs dizaines de mètres cubes par heure. Ces forages sont plus chers que les forages sur sonde, car ils doivent être plus larges pour permettre de pomper l'eau du milieu. Pour que cette eau puisse accéder au puits, il faut que ce dernier soit crépiné au contact de la nappe, c'est-à-dire disposer de vides qui permettent le passage de l'eau. Il faut pouvoir entretenir régulièrement le puits, qui peut se corroder si l'eau est trop agressive, ou se boucher à cause de particules fines par exemple. Enfin, le puits producteur et le puits injecteur doivent être suffisamment éloignés pour éviter le phénomène de recyclage, c'est-à-dire la circulation d'eau réinjectée vers le puits de pompage, ce qui diminuerait progressivement l'efficacité du système. En bref, la géothermie peut se décliner de nombreuses façons et doit être adaptée à chaque terrain, en fonction des besoins du bâtiment que l'on souhaite équiper. Pour savoir comment un projet de géothermie doit être mis en place, de sa conception à sa réalisation, on se retrouve la prochaine fois.